yes. Voilà, là on rentre dans les chroniques, n'est-ce pas, de l'émission. Enfin. Donc, je t'en prie, Jade. Rebonjour. Rebonjour, monsieur Cyril, et quoi là? Comment ça va? Ah, c'est bien ça le monsieur. Hein, ben, je ne veux pas revenir sur le débat de monsieur, madame, mais j'aime, c'est monsieur. Tu es très facile à flatter. Oui, je sais, je suis né comme ça. Donc maintenant c'est monsieur. Aujourd'hui on parle de Quand les Noirs migrent, le débat s'enlise. C'est quoi ce sujet-là? Un très beau sujet. Mais est-ce que tu peux déjà t'attarder sur la beauté du titre? Non, c'est très prosaïque. Très lyrique. Très musique. Quand les Noirs migrent, le débat s'enlise. Exactement. Et ça tombe très bien. Pour ceux qui nous suivent en live, ça tombe très bien, surtout après l'invité que nous avons eu. Donc, T'as vu, je prépare mes quelques minutes et 20 pages. En quelques minutes. Ça nous dit quoi? Ça nous dit quoi? Donc ça veut dire c'est bon, je peux commencer. Oui, c'est ça. Alors, donc mon sujet cette semaine, comme je l'ai dit, quand les Noirs migrent, le débat s'enlise. Pourquoi j'ai voulu faire ce sujet? Parce que la migration, l'immigration, le déplacement des populations noires et racisées est au cœur de multiples débats, notamment au cœur de multiples débats politiques, est au cœur de multiples commentaires médiatiques, est au cœur de beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux. Et le point commun de tous ces échanges, c'est que généralement, majoritairement, il y a énormément de mythes en fait qui entourent la migration des populations noires et racisées, et des mythes, des idées reçues, des espèces de stéréotypes. On va parler franchement une stigmatisation autour de ces migrations qui empêche d'avoir des débats constructifs, parce que de base on ne peut pas avoir un débat constructif qui est basé sur une manipulation des opinions publiques. Donc clairement il y a une absence de faits, il y a énormément de mythes qui circulent un peu dans ces débats. Je me suis dit on va faire une petite chronique toute simple, un peu pour complexifier, rien que pour remettre un petit peu les idées en place à certains qui se permettent de commenter migration et immigration sans aller vérifier leurs sources, leurs chiffres, les faits, hein, en général. Donc voilà, c'est pour donner un petit peu le contexte à l'envie que j'ai eue de discuter un peu d'immigration. Donc comme je le disais, l'immigration, lorsqu'on en parle, c'est toujours un peu dans ces mêmes cadres de débat, un peu toujours ces mêmes idées. Donc ça va toujours être l'immigration selon un flux sud-nord. Okay. Donc on part d'Afrique par exemple pour aller vers l'Europe. Ça va toujours être généralement dans le cadre légal, donc l'immigration légale contre l'immigration illégale et comment on fait pour bloquer l'immigration illégale. Donc c'est toujours ce même angle d'approche. Ça va également être majoritairement avec cette idée d'envahissement de l'Europe ou envahissement des Amériques du Nord, États-Unis, Canada. Donc comment on fait pour limiter ce flux qui paraît absolument énorme, avec cette idée que l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde, notamment. Et enfin, donc, c'est toujours avec cette idée qu'actuellement, il y a un déplacement massif vers l'Europe, une espèce de ruée vers l'or, et qu'on se trouve face à cette crise, une crise qui semble être de plus en plus gravissime d'année en année. Donc un peu, voilà les cadres d'approche des débats de l'immigration qui sont toujours majoritairement pris dans les discours médiatiques et dans les opinions publiques. Donc là, j'arrive avec mes faits, mes idées, mes gros sabots. On me voit venir de loin. On va aller, comme je l'ai dit, on va aller remettre quelques idées en place. D'abord, premier mythe, cette idée que la grosse majorité des flux migratoires, c'est du sud vers le nord. Non. La grande majorité des migrations d'Afrique, en fait, 80% des migrations d'Afrique sont intracontinentales. C'est-à-dire que les Africains bougent pour rester en Afrique. 80% des populations d'Afrique, lorsqu'elles migrent au sein du continent africain. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 20% qui sort du continent africain et 20% ne va pas en Europe. Hein. On va contextualiser un peu l'idée. Mais en tout cas, la migration africaine est avant tout un objet d'intérêt pour l'Afrique. C'est assez difficile généralement de faire comprendre aux gens que ce qui se passe en Afrique reste en Afrique et devrait rester en Afrique. Mais c'est une idée qui a du mal à passer. Donc je le répète. Il y a notamment énormément de pôles. En fait, il y en a 4 pôles qui attirent principalement l'immigration en Afrique. Ça va être la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est un pays peu peuplé, donc ils ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre, notamment pour traiter de leurs richesses agricoles. Donc les populations majoritaires qui vont vers la Côte d'Ivoire viennent du Mali, du Burkina Faso, Guinée, Sénégal. On va avoir également le Nigeria. Pourquoi le Nigeria? À cause de la rente du pétrole.
Donc, ça va être des personnes qui viennent plus du Ghana, du Bénin, par exemple. Je recontextualise parce que, comme je l'ai dit, l'Afrique n'est pas, comme je le dis souvent, l'Afrique n'est pas homogène. C'est un continent avec plus de 50 pays. Donc, ce qui veut dire que, voilà, j'aime bien remettre, j'ai l'impression à chaque fois d'ouvrir des portes ouvertes. Mais finalement, quand j'entends les discours, je me dis, en fait, il y a des portes qui ne sont pas si ouvertes que ça, voire il y a des murs à la place où il devrait y avoir des portes. Donc, j'en profite. Les déplacements au sein de l'Afrique intracontinentale sont donc multiples, hétérogènes et pour diverses raisons. Il va y avoir énormément qui partent vers le Sénégal. Là, ça va plus aussi être dans le cadre historique, donc du Cap-Vert par exemple, de la Guinée, donc pour des raisons historiques de relations entre ces pays. Et l'Afrique du Sud, on en avait parlé dans la dernière chronique. Afrique du Sud, ce fameux boom économique, beaucoup de déplacements vers l'Afrique du Sud, notamment pour ses mines d'or. Les personnes viennent notamment de Zimbabwe, Mozambique, Afrique centrale. Et il faut savoir que dans l'Afrique intracontinentale, il y a des accords de libre-échange, parce que nous avons des politiques, nous avons des lois en Afrique également, et donc il y a des accords de libre-échange entre divers pays pour permettre donc cette circulation. Souvent quand on parle libre-échange, libre-circulation, on pense à l'Europe. Ça existe également en Afrique entre les pays. Cas assez intéressant qu'on pourrait souligner, c'est qu'actuellement, il y a un durcissement, on se rend compte qu'il y a une tendance au durcissement des lois pour permettre ce fameux libre-échange, notamment au Gabon, qu'il y a un durcissement des entrées et sorties. Et autre cas intéressant, malheureusement, à souligner, c'est que c'est un durcissement qui va s'accompagner d'un discours de renforcement de l'identité nationale. Il faut protéger l'identité nationale. Intéressant à constater parce que quand on connaît l'histoire de l'installation de ces frontières, le contexte colonial, le fait qu'on n'ait pas choisi le tracé d'une grande majorité des frontières qui se situent en Afrique, le fait que tout d'un coup on ait cette tendance à vouloir défendre ces frontières et à quelque part chercher à axer l'identité de certains pays sur des frontières qui, pour certains, n'ont pas plus de 50 ans, c'est un changement des transformations en fait assez intéressant, quoique malheureusement en fait intéressant à surveiller, mais c'était juste pour apporter petite complexification au départ. On te suit. Merci beaucoup. Deuxième idée à enlever des discours, la fameuse flux migratoire. L'Europe est envahie, il y a énormément de gens qui viennent en Europe. En fait, la grande majorité des personnes qui viennent en Europe sont des personnes de l'Europe. C'est-à-dire que la grande majorité de la migration européenne est une migration d'Européens, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a la libre circulation. Donc il y a beaucoup plus d'Européens qui circulent au sein de l'Europe qu'il n'y a d'Africains qui viennent en Europe. Donc, et même lorsque vous enlevez le nombre d'Européens qui circulent au sein de l'Europe, la deuxième source de provenance de plus de migration, ce n'est pas l'Afrique, c'est la Chine. Mais curieusement, on en entend beaucoup moins parler dans les discours autour de protection, du flux migratoire, de l'Europe face à l'envahissement. En fait, la Chine est la deuxième plus grosse source d'immigration vers l'Europe, mais également mondiale. Et c'est également la plus grosse source de migration pour les étudiants. C'est-à-dire que quand on regarde les flux migratoires, il y a une grande majorité, ce sont des étudiants. Les étudiants bougent énormément de nos jours, de plus en plus, en fait, de génération en génération. 22%, c'est population estudiantine chinoise. Donc, c'est pour remettre un petit peu également de contexte là-dessus. L'Europe n'est pas envahie par la population africaine, quoi qu'on en dise les discours médiatiques. Ensuite, troisième grande idée, encore une fois, à arrêter de constamment ramener dans les débats, l'invasion, comme je disais, des pays d'Europe. On ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Donc, on a vraiment cette idée que l'Europe est le premier endroit où vont les réfugiés, les demandeurs d'asile, etc. Non, c'est un mythe. C'est un énorme mythe. En fait, les pays en développement sont les principales terres d'accueil des réfugiés. C'est-à-dire que lorsque vous regardez les pays qui reçoivent le plus de réfugiés, donc ces fameux pays qui reçoivent la misère du monde, aucun pays d'Europe n'apparaît même dans les 10 premiers. C'est-à-dire que le premier pays qui reçoit le plus de réfugiés, de demandeurs d'asile, donc qui aide en fait les populations, c'est le Pakistan. Ensuite, on a l'Iran, Liban, Jordanie, Turquie. Et en fait, lorsque vous regardez le top 10, il n'y a que les États-Unis qui arrivent en fait à la 10e place, qui reçoivent 200 000, mais ça c'était avant l'arrivée de Trump, donc j'imagine que le nombre a encore chuté. L'Europe, bien sûr, les États-Unis, bien sûr, ne font pas partie de l'Europe, mais ils font partie de l'OCDE, donc l'organisation de coopération et développement économique, dont fait également partie l'Europe, l'Australie, etc. Et donc, les États-Unis arrivent seulement 10e avec 200 000. Le Pakistan, c'est 1,6 million. Ok, l'écart
C'est pas un petit écart, l'écart est significatif. Donc lorsqu'on a vraiment cet intérêt pour l'Europe comme étant envahie par les demandes d'aide, d'asile et comme étant la terre d'accueil des réfugiés, quand on regarde les chiffres, en fait, l'Europe ne reçoit même pas un grain de sable du nombre de réfugiés qu'il pourrait recevoir. Ce sont ce sont les pays en développement, comme je l'ai dit, qui les reçoivent en majorité. Donc ça aussi, on peut arrêter avec ça. Il faut laisser ça, on aurait dû laisser ça dans les années 1900, mais il faut laisser ça en 2017. Ensuite, quatrième mythe, j'en ai 5, pour le dire, je ne l'avais pas annoncé, mais j'en ai 5 à détruire, en fait, chez vous. Voilà, j'ai 5 piliers de vos mythes à détruire. Les fameuses, comme je l'ai dit, le cadre principal des débats des migrations, c'est toujours cette idée sud-nord. Donc, on fuit la pauvreté pour aller vers les terres riches. Et donc, là, j'arrive avec mes gros sabots pour vous parler un petit peu de la migration nord-sud. Et c'est une migration qui n'est jamais couverte dans les médias, qui relève toujours quelque part de l'anecdote. Ces retraités qui vont passer leur retraite au soleil, ces entrepreneurs qui tentent une grande aventure en allant s'installer dans les pays du Sud, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la migration nord-sud, lorsque vous essayez de chercher un peu des études, des données, des statistiques sur qu'est-ce que ça représente par rapport aux migrations, il y en a très peu. Et il y en a très peu, et c'est très intéressant à souligner, il y en a très peu, non pas parce qu'il y a très peu de mouvements nord-sud, mais parce qu'il y a une véritable indifférence envers ce flux nord-sud. C'est-à-dire que ça n'intéresse pas les études, ça n'intéresse pas ceux qui s'occupent de faire des statistiques. Et encore une fois, c'est à prendre en considération dans un cadre néocolonial. C'est-à-dire que c'est extrêmement intéressant de voir quels sont les flux qui sont comptés et avec quelle rigueur. Finalement, qui sont surveillés lorsqu'ils bougent, qui sont scrutinisés, c'est en anglais, scrutés, qui sont scrutés lorsqu'ils bougent, tandis que quelles sont les populations qui peuvent relativement, sans aucune surveillance, complètement dans l'anonymat, se déplacer. Lorsqu'on regarde en fait le flux nord-sud, c'est ce flux-là. C'est-à-dire que ça n'intéresse pas, il n'y a pas de surveillance, on ne compte pas lorsque l'Europe se déplace, lorsque l'Occident se déplace, ça n'intéresse pas, on ne surveille pas parce qu'il n'y a pas ce cadre de légalité, il n'y a pas l'Espagne vers le Maghreb, par exemple. Exact, ou le Portugal vers le Mozambique ou l'Angola, énormément de déplacements de ce côté-là, ça n'intéresse pas le débat, l'opinion publique, ça va à l'encontre des agendas politiques. Or, c'est intéressant également de voir que le déplacement nord-sud se fait selon, comme je l'ai dit, un cadre néocolonial, colonial qu'on ne peut pas écarter, c'est-à-dire ces retraités qui touchent leur retraite en euros, puis vont se déplacer dans des pays où ils savent que l'euro vont leur permettre d'avoir une pension de retraite énorme. Ça va être ces étudiants qui veulent, par exemple des États-Unis, qui veulent éviter les frais exorbitants des universités, qui donc vont se déplacer vers des pays où ils savent que le dollar américain va leur permettre d'avoir des diplômes ou d'avoir des années d'université sans dette. Ça va être des flux migratoires quand même qui vont bénéficier de ces rapports de pouvoir et ces rapports de force, vont bénéficier de cette anonymité, finalement, d'avoir quasiment peu de démarches à faire pour avoir le droit de se déplacer, le droit d'aller s'installer où ils veulent. Et ça va être également, et on en parle très peu, ça va être les retours. C'est-à-dire les personnes qui ont fait 20-30 ans en Occident, qui veulent rentrer chez eux. Quels sont les impacts, comment on se réinstalle finalement. Et encore une fois, il y a très très peu d'études, autant on a toute une hystérie qui entoure l'impact de l'arrivée sud-nord sur les pays d'accueil, comment on protège l'identité nationale, comment on protège notre culture, etc. Et finalement, il y a très peu d'études, voire pas du tout, qui sont faites sur les pays, par exemple en Afrique, qui reçoivent ces fameux flux migratoires nord-sud, quel impact cela a sur leur société, sur leur culture, sur leur économie. Sachant que c'est une migration, on peut se rendre compte par exemple les cas des professeurs de français qui vont aller enseigner le français dans les pays francophones, donc ils vont dans des lycées français avec femmes et enfants, sont logés sur place, les femmes et enfants vont dans des pays français, donc il n'y a pas cette idée d'assimilation, hein. Ils vont dans une espèce d'îlot français où ils n'ont pas à rendre de compte pour personne, d'accord? Donc ça, c'était le quatrième. On arrive au cinquième. Comme je l'ai dit, il y a une véritable transformation des logiques migratoires qui a eu lieu. On le rappelle pas assez souvent, mais pendant des siècles et des siècles, la migration, c'était avant tout une migration coloniale. Donc, c'était le Nord qui allait vers le Sud pour coloniser. Pendant quelques décennies, toute la panique s'est faite en Europe parce que, oh mon Dieu, on débarque chez nous. Alors qu'au final, quand on regarde les chiffres, ça n'a rien à voir avec ce qui reste intercontinental. Mais actuellement, on voit quand même une transformation des logiques migratoires. C'est-à-dire que maintenant, l'Afrique, le Sud, ça intéresse, notamment pour le boom économique. Ça, on n'en parle pas assez. Mais il y a aussi une migration vers l'Afrique qui est faite pour profiter un petit peu de ce boom économique, notamment la Chine. Énormément de migration de la Chine vers l'Afrique, Afrique du Sud,
pour profiter un peu Du boom. du boom, tout simplement. Yes, C'est yes. voilà, exactement. Donc pour conclure, la couverture médiatique, voilà, c'était une petite chronique très simple, mais juste pour détruire mais quelques on est mythes. bien, on est bien. Merci. La couverture médiatique et les débats autour de la migration relèvent finalement d'une véritable machine de désinformation et de manipulation des opinions publiques. Parce que lorsqu'on regarde la place que prend ces mythes en fait autour de l'immigration dans la couverture médiatique et dans les opinions publiques et dans les agendas politiques, et qu'on regarde la réalité, on regarde les faits et les statistiques, c'est comparer un éléphant et une souris. Et on regarde la souris et on se dit mais pourquoi je suis en train de gérer un éléphant dans la pièce? Il ne devrait pas y avoir d'éléphant en fait. Donc non seulement il y a une véritable désinformation, mais en plus ça travaille à un agenda politique qui vise finalement à diminuer de plus en plus les droits humains en utilisant des situations, en les rendant catastrophiques alors qu'il n'en est rien. Surtout, on occulte des réalités particulièrement hétérogènes et des réalités beaucoup plus complexes. On occulte également le fait que l'Afrique bouge énormément, mais au sein de l'Afrique, il y a des transformations de flux migratoires extrêmement intéressants, négativement ou pas, mais qui serait intéressant de un peu plus discuter dans ce sens-là. On occulte des données, des études qui nous permettent de voir en fait finalement la dimension politique du comptage, des systèmes de comptage et de surveillance, qui a le droit de bouger vers où, dans quel relatif anonymat ou pas. Donc tout ça, c'est complètement occulté des débats. Et surtout, comme on peut le voir, les différences de traitement de parcours migratoire s'enlisent de plus en plus dans des débats qui ne devraient pas avoir lieu ou qui sont complètement à l'ouest par rapport à la réalité. Bien sûr, nous, à Néo-Québec, nous ne sommes pas dupes, comme on dit. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Non, tu n'as rien oublié. Tu as les 5 et ta conclusion. Ah oui, en conclusion, je voulais définitivement détruire un petit peu ce cadre misérabiliste que l'on a lorsqu'on parle de migration sud-nord. C'est toujours selon un cadre. C'est quand même très intéressant de voir la différence entre migrants et expats. Les migrants, lorsque les Noirs bougent, on a cette idée qu'ils bougent parce qu'ils fuient une misère, ils fuient la pauvreté, ils veulent illégalement entrer dans un pays et prendre les jobs qui ne devraient pas avoir lieu. Les expats, ce sont les Européens, expatriés, sont les Européens qui vont faire une petite aventure de quelques années, rentrent chez eux avec le backpack, peuvent raconter qu'ils sont allés dans la jungle, qu'ils ont pris des photos avec plein d'enfants noirs, waouh, j'avais tous envie de les adopter. Ça, ce sont les expats. Donc, il y a vraiment une différence finalement de stéréotypes associés aux deux. Or, lorsqu'on regarde les chiffres, la misère ne fait pas déplacer les populations. En fait, quand on regarde les chiffres, il y a beaucoup plus de populations qui restent sur place qu'ils ne bougent. Et c'est pas une population qui va voler vos jobs. En fait, c'est ce qu'on appelle le déplacement de bassin économique. C'est-à-dire, on se déplace parce qu'un bassin d'emploi est disponible. Ce bassin d'emploi est disponible parce que la population sur place ne veut plus de ces emplois. Ce sont des emplois qui trouvent en dessous de ou vieillissantes, donc ne peut plus les occuper. Donc à ce moment-là, on a une population qui arrive. Donc là encore, juste pour conclure, on va arrêter. Oui, la pauvreté fait se déplacer, mais la place que l'on laisse à ce parcours-là, comme si c'était le seul parcours qui faisait bouger les populations noires, est complètement disproportionnée par rapport à la réalité du terrain. Donc on complexifie un petit peu le débat et puis on avance. Voilà. Tu as tout dit. Merci. Merci beaucoup, Jade.